Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face à cette inquiétude qui grandit concernant certains produits alimentaires qui pourraient venir à manquer après la guerre en Ukraine, qui exacerbe forcément cette pénurie alimentaire à travers le globe. Pour en parler ce matin, deux spécialistes. Jean-Baptiste Noé est avec nous. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Conflit, historien et écrivain. Et Philippe Chalmin est avec nous aussi. Bonjour, bienvenue. Historien et économiste spécialiste des marchés de matières première. Oui, alors déjà un état des lieux sur les pénuries en fait actuelles, notamment dans l'alimentaire, parce que on sait qu'il y en a d'autres dans d'autres secteurs actuellement. Ce matin, par exemple, on parlait de l'automobile avec des ventes de voitures neuves qui ont chuté, chute abyssale en fait, assez incroyable. Là, c'est la crise des semi-conducteurs. Là, sur l'alimentaire, qu'est-ce que l'on constate en fait aujourd'hui? Jean-Baptiste Noé, il y a l'huile de tournesol notamment, mais il y a le tournesol, il y a le blé, il y a le riz. En fait, il y a tous on va dire les vrais produits alimentaires, c'est-à-dire ce qui fournit l'alimentation essentielle. C'est les céréales et la viande. Les fruits et légumes, c'est important, mais c'est pas vraiment ça qui nourrit une population. Et donc, on a une augmentation des prix qui est due en fait à essentiellement une diminution de la production, mais qui avait commencé avant la guerre en Ukraine. Enfin, on y reviendra, mais la guerre en Ukraine accroît le problème, accélère le problème, mais ne le crée pas. Et on a aussi un problème avec la production même de ces produits, notamment les produits phytosanitaires, les engrais, qui sont dus là aux pénuries ou à l'augmentation des prix du pétrole, puisque une partie des engrais est réalisée à partir de pétrole raffiné. Donc c'est tout un ensemble de chaînes, de connexions économiques qui aboutit à la situation d'aujourd'hui. Oui, Philippe Chalmin. Oui, alors là, je me permets quand même de corriger un petit peu. Les engrais azotés sont fabriqués à partir de gaz. Et c'est pas du tout du pétrole. L'urée, qui est la matière de base de la fabrication des engrais azotés, est un dérivé du gaz naturel. Et c'est incontestablement la flambée des prix du gaz qui a provoqué, bien avant l'invasion de l'Ukraine, l'augmentation considérable des prix des engrais. En matière de pénurie, arrêtons de faire peur à Margot. Il n'y a pas de pénurie, notamment dans un pays comme la France. Il faut savoir raison garder. Nous sommes un pays exportateur de blé, nous sommes exportateurs de maïs. Certes, au niveau européen, il y a quelques pays qui risquent de manquer un peu de maïs qu'ils importaient d'Ukraine, en particulier pour l'alimentation porcine. Je pense à l'Espagne. Et puis, il y a... oui, mais alors Philippe Chalmin, d'accord, je veux bien, mais vous m'expliquerez pourquoi les prix augmentent autant en fait dans l'alimentation, dans certains produits, notamment quand il y a du blé et de la farine. Non mais vous allez chez le boulanger. Attendez, non mais moi très concrètement, Philippe Chalmin, quand vous allez chez le boulanger, que vous voyez que votre baguette a augmenté de 10-20 centimes, quand vous allez acheter aussi même chose des pâtisseries et que la pâtisserie qui était à 2 €, 2,50 € passe aujourd'hui à plus de 3 €, là vous vous dites qu'il y a un problème. Soit il y a des voleurs en face, soit il y a un problème de pénurie alimentaire. Non, il n'y a pas de problème de pénurie. Il y a que dans une baguette, cette baguette que vous achetez entre 90 centimes pour la baguette normale et 1,10 €, 1,20 € quand elle est tradition paysanne et tout ce que vous voulez, la part du blé, elle est de 7 à 8 centimes. Et donc, l'augmentation incontestable que nous avons eue des prix du blé l'année dernière, liée essentiellement à l'augmentation des achats chinois. C'est ça la véritable raison. Eh bien, cette augmentation des prix du blé, si elle a rajouté 2 ou 3 centimes au coût de la baguette, c'est le maximum. Par contre, ce que je n'exclus pas, c'est que votre boulanger, il a un four. Ce four, il est alimenté avec du gaz ou de l'électricité. Et lui, le boulanger, ne bénéficie pas des plafonnement des tarifs dont bénéficient actuellement les particuliers. Donc il est très possible que dans l'augmentation du prix constaté effectivement de la baguette, nous puissions avoir une part beaucoup plus importante de l'énergie que, par exemple, du prix du blé. Maintenant, je rappelle, alors c'était un peu polémique, mais pour une fois, il n'avait pas totalement tort, que l'ineffable Michel-Édouard Leclerc avait proposé, et je ne sais pas si ça fonctionne encore, vendez la baguette
courante Ouais. à 29 centimes dans Ouais. ces magasins. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais. Donc il faut quand même le rappeler. Quand on regarde, si vous voulez, la part, ce que représente la part agricole dans les prix alimentaires, elle varie suivant les cas. C'est pour le pain que la part du blé est la plus faible, mais au grand maximum, on est aux alentours de 30 à 40%. Même le blé dur, qui sert à faire de la semoulerie, et donc que vous retrouvez dans les pâtes alimentaires, la part du blé dur, elle est de 40% du prix de la nouille de base. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que vous achetez de plus en plus, non pas des produits agricoles, mais des produits de plus en plus de plus en plus transformés, de plus en plus sophistiqués, intégrant de plus en plus de services, et donc aussi des coûts, qui sont des coûts de logistique, qui sont des coûts d'énergie, et c'est tout cela que vous retrouvez, et que vous retrouvez d'ailleurs dans l'inflation en général. Ouais. Mais arrêtons de faire croire aux gens que nous vivons une période de pénurie. On n'est Il pas n'y à a la disette, quoi, la période de disette encore, quoi. Hein. Mais même pas. La question, en fait, n'est pas vraiment là. C'est un faux problème, en fait, la question des pénuries. Oui. Le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'absence pour le continent européen parce qu'on a augmenté la production, la productivité, mais il y a augmentation des prix. Mais comme on est dans un marché mondial, en revanche, on a d'autres continents qui, eux, sont confrontés à ces problèmes-là, pas forcément tout de suite, mais surtout à l'automne, avec les probables mauvaises récoltes ou absence de récolte qu'il y aura à l'été. Et donc, le problème est en dehors de l'Europe pour un continent comme l'Asie, par exemple, pour l'Afrique, pour l'Amérique latine, qui, eux, sont extrêmement dépendants de ces matières premières. Et dans les matières premières, il y a la production, mais il y a toute la chaîne logistique. Et donc, ça veut dire les bateaux, les ports, les trains qui ensuite apportent l'alimentation dans les endroits où ils sont consommés. Donc, on est dans un marché qui est tellement complexe que tout grain de sable qui vient faire dériver à un endroit est ensuite très compliqué à rattraper au niveau des marchés mondiaux. Ouais, et ce qui déstabilise un peu les consommateurs. Philippe Chalmin, vous qui suivez depuis une trentaine d'années, voilà, non mais c'est ça. Une quarantaine. Non mais je voulais pas. Non, c'est bien. Je confesse que je ne veux pas en rajouter. Je ne veux pas en rajouter. Sur les marchés des matières premières, et il n'y a pas eu quand même de tension aussi forte depuis justement de nombreuses années, quoi. Là, si on se limite en fait à l'Europe, quoi, non? Si vous voulez, l'Europe, l'Europe a été un continent marqué par les pénuries et les famines, cela au XIXe siècle, et encore dans l'entre-deux-guerres, un pays comme la France était sauvé par les importations de blé russe. À partir de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu cette extraordinaire construction qu'a été la politique agricole commune, dans laquelle on a garanti aux agriculteurs des prix suffisamment rémunérateurs, pour que en quelques années, l'Europe devienne non seulement autosuffisante, mais même exportatrice. Vous vous souvenez peut-être, nous étions tous relativement jeunes encore, en 1979, le président Valéry Giscard d'Estaing était allé faire un discours dans un village de Lorraine qui avait eu la curieuse idée de voter à 100% pour lui. C'était à Vassy. Et il avait fait un discours agricole. Il avait eu une expression qui a marqué, disant que l'agriculture, c'était le pétrole vert de la France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un pays, alors je prends la France, mais d'autres pays européens en ont largement profité, l'Allemagne en particulier, l'Espagne aujourd'hui, nous sommes largement excédentaires sur un certain nombre de produits agricoles. Bon, on continue à importer du café et du cacao, des produits tropicaux, mais pour le reste, nous sommes exportateurs nets de produits laitiers, de viande, de céréales, etc. Au point que maintenant qu'il n'y a plus du tout de garantie de prix, bien, ça induit une extraordinaire instabilité pour les producteurs. Rendez-vous compte, on a cité toutes les hausses de prix. Oui. Savez-vous quel est le produit agricole dont le prix moyen en 2021 a diminué de 10% par rapport à 2020 ? Non.
je pose la question, et c'est quelque chose que vous consommez assez régulièrement, c'est la viande porcine. Oui. Aujourd'hui, et pourquoi ? Parce que la Chine, qui était le premier importateur mondial, semble avoir réglé ses problèmes de pandémie. Ils avaient un truc qui s'appelle la peste porcine africaine. Du coup, la Chine a réduit ses importations et toute la filière porcine européenne en a souffert. Et on a vu les prix pratiquement s'effondrer, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2021, un producteur de porc en Europe, il est touché par ce qu'on appelle le ciseau des prix. Le coût de son alimentation, l'alimentation du porc, qu'est-ce que ça mange ? Un porc, ça mange du maïs et du tourteau de soja. Le coût de l'alimentation a flambé. Le prix du porc a baissé. Et aujourd'hui, un producteur de porc, il perd de l'argent pour chaque porc produit. Mais personne ne dit que quand vous achetez des côtes de porc à 1 ou 2 euros le kilo, ce que vous trouvez aujourd'hui en grande distribution, personne ne s'indigne. Et par contre, on mentionne, et c'est là il faut vraiment se battre. Ces mots de pénurie, ces mots de disette, c'est absurde. Alors là, où notre interlocuteur a tout à fait raison, ça a du sens, bien entendu, dans les pays du tiers-monde importateurs. Alors, en Algérie, ils se refont sur le gaz, donc ils peuvent subventionner leur alimentation, mais dans nombre de pays pauvres, effectivement, le coût de l'alimentation dans les villes risque d'augmenter avec les craintes d'émeutes urbaines et de ce qu'on a appelé des émeutes de la faim, mais qui sont en réalité des émeutes de la pauvreté. Allez, on va poursuivre. Philippe Chalmin, restez avec nous. On continue dans un instant avec vous, Philippe Chalmin et Jean-Baptiste Noé. Absolument, restez avec nous et dans un instant. Et vos appels à 0826 300 300. Est-ce que vous avez peur de l'augmentation des prix, des pénuries ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont allés surstocker dans les supermarchés, chercher de l'alimentaire pour faire des gros stocks au 0826 300 300. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face, avec l'inquiétude qui grandit concernant certains produits alimentaires qui pourraient venir à manquer ou à être les prix plus élevés. Philippe Chalmin est avec nous, historien et économiste spécialiste des marchés de matières premières, et Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de cette revue Conflit, historien et écrivain aussi. Bon, Philippe Chalmin nous a dit qu'il ne faut pas paniquer tout à l'heure. Ne paniquons pas, quand même, en France, on n'a pas ce qui risque peut-être d'arriver, premièrement, dans certains pays, je pense en fait comme l'Égypte ou d'autres pays où là il peut y avoir des émeutes de la faim. N'empêche quand même qu'il y a des tensions et que Jean-Baptiste Noé, ça peut se poursuivre en raison de ces conflits qui existent. Je rappelle que vous êtes l'auteur, en fait, le rédacteur en chef de la revue Conflit, revue de géopolitique. Oui, c'est-à-dire que les conditions de l'augmentation des prix ne sont pas en train de disparaître. Et donc, on est dans un phénomène de temps long, qui est une tendance longue. Le blé qui n'est pas semé aujourd'hui en Ukraine, au printemps, ne sera pas moissonné en été, ne sera pas consommé à l'automne. Donc, on est dans un tunnel inflationniste qui ne peut que se poursuivre. Et c'est en fait ça qui est le plus inquiétant. Alors, nous, Européens, on voit la montée des prix, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les questions énergétiques, il y a la question des autres matières premières utilisées dans l'industrie. Et donc, c'est ce phénomène-là inflationniste qui a commencé avant la guerre, qui va se poursuivre tout au long de l'année 2022. Si on rajoute ensuite les questions monétaires, la dette des États, l'inflation et les taux d'intérêt, on est dans une situation qui est compliquée. Mais justement, pour le panier des Français, qui aujourd'hui, Michel-Édouard Leclerc appelle les consommateurs à ne pas surstocker inutilement, ça veut dire que les prix vont augmenter, mais est-ce qu'ils ont raison de le faire aujourd'hui ? De stocker effectivement de l'alimentation. Ils peuvent toujours stocker des kilos de pâtes, mais enfin, ils vont pas gagner énormément sur le stockage de kilos de pâtes. C'est vrai qu'on a toujours ce phénomène d'augmentation, de surinterprétation qui fait que c'est comme qu'on a des problèmes d'essence, la consommation augmente, mais c'est pas en stockant des kilos de pâtes qu'on résout le problème. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'inflation, elle va pas concerner que les prix alimentaires, elle va consommer l'énergie, elle va concerner également les prix à la pompe. Donc c'est un ensemble.
Et aujourd'hui, on a rien qui permet de l'arrêter. Ouais. Ce qui est assez étonnant aussi, Philippe Chalmin, c'est que très vite, on peut avoir des filières qui sont déstabilisées dès qu'il y a un grain de sable, comme on l'évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, sur les fruits et légumes, on le voit quand il y a en fait des épisodes, par exemple, climatiques aussi, toute notre production qui se retrouve en fait un petit peu en difficulté, et résultat, ce sont des produits qui viennent de l'extérieur. C'est la même chose en fait sur la volaille. Là aujourd'hui, où il y a une tension, on avait certains bouchers volaillers la semaine dernière qui témoignaient, qui sont en pénurie en fait d'approvisionnement effectivement de volaille. Alors là, c'est une conjonction, grippe aviaire, etc. Mais les filières peuvent être assez vite déstabilisées, Philippe Chalmin, non ? Tout à fait. Il faut bien se rendre compte que depuis que l'on a quand même largement démonté tous les mécanismes de garantie de la politique agricole commune, aujourd'hui, nous sommes dans un monde profondément marqué par l'instabilité. Quand il m'arrive, et c'est un peu mon métier de faire des prévisions, j'ai toujours tendance à ouvrir un certain nombre de parapluies. J'ouvre le parapluie climatique, bien entendu, parce que je ne sais pas, par exemple, j'entends tout ce qui vient d'être dit, les risques que nous courons, mais l'une des grandes questions, ça va être par exemple cet été, quel va être le climat aux États-Unis ? Est-ce qu'il pleuvra suffisamment pour que l'on ait de bonnes récoltes de maïs et de soja ? Si jamais nous avions une sécheresse aux États-Unis cette année, ce serait totalement dramatique pour les bilans à la fois de maïs et de soja au niveau mondial. Est-ce qu'il pleut trop faire parapluie climatique, c'est évident. L'année dernière, si nous avons eu, vous vous souvenez peut-être au mois d'août dernier, moi j'ai eu des tas de coups de téléphone me disant qu'est-ce qui se passe sur les pâtes alimentaires. Les pâtes alimentaires, c'est fait à partir de blé dur. On a eu une sécheresse au Canada et le Canada est le premier producteur mondial et exportateur de blé dur. Les disponibilités de blé dur canadiennes se sont limitées et ça a eu des conséquences sur les prix. Et je parle essentiellement des prix. Donc, premier parapluie, le parapluie climatique. Deuxième parapluie, le parapluie sanitaire. Alors, sanitaire à deux niveaux. Au niveau des hommes, il faut rappeler quand même que la pandémie, c'est pas terminé et que ce qui se passe aujourd'hui en Chine, on ne sait pas ce que ça va avoir comme conséquence, par exemple, sur les importations chinoises de produits agricoles. Et puis, les pandémies animales. C'est vrai que nous avons actuellement un phénomène de grippe aviaire en France, qui est considérable, surtout dans l'ouest, le sud-Bretagne, un peu moins le sud-ouest quand même, même si ça a touché les canards gras et autres choses de ce genre. Bon, on a abattu des bêtes, etc. Ça peut expliquer les difficultés d'approvisionnement de certains bouchers, même si là, il y a aussi un phénomène qui est l'augmentation du prix de l'aliment, c'est que les éleveurs actuellement ne gagnent pas leur vie sur la volaille. Bon, ça peut être, je parlais de la peste porcine africaine en Chine, etc. Donc les risques sanitaires sont non négligeables. Et puis on a aussi des risques géopolitiques. Comme ça a été dit, personne ne sait aujourd'hui ce qu'il en adviendra des récoltes, enfin des semis, des récoltes en Ukraine. Personne ne sait ce qu'il va arriver finalement de ce conflit, comment va évoluer le prix du gaz, et donc comment vont évoluer les prix des engrais. Et là, c'est peut-être une des principales inconnues qui porte non pas sur cette année, mais sur l'année prochaine, c'est-à-dire la campagne, on raisonne en campagne agricole, donc la campagne 2022-2023, et même 2023-2024 éventuellement, si le prix des engrais se maintient au niveau qui est le leur aujourd'hui, qui est grossièrement 2 ou 3 fois plus élevé que ce que l'on avait il y a avant la crise du gaz, c'est-à-dire en 2019-2020. À ce moment-là, on aura probablement une diminution de l'utilisation d'engrais, donc probablement une diminution des rendements moyens au niveau de la planète, ce qui provoquerait à ce moment-là des déséquilibres dans ce qu'on appelle les bilans, c'est-à-dire le rapport production-consommation à l'échelle de la planète. C'est un jeu de domino. Mais disons que il faut être conscient d'une chose, nous sommes dans un monde marqué par l'instabilité. Il y a une dernière petite chose qui explique aussi les hausses de prix et auxquelles on ne pense pas. Et ça, c'est valable aussi pour le carburant et autres. C'est que tous ces marchés mondiaux, ils sont mesurés
dans quelque chose qui est lui aussi extraordinairement instable, qui est une matière première, au fond, monétaire cette fois-ci, qui s'appelle le dollar. Ouais, c'est vrai. Bon, il se trouve que malheureusement pour nous, l'euro est très faible par rapport au dollar. En 2008, lorsque le baril de pétrole était à 147 $, eh bien, l'euro valait 1,60 $. Donc nous avions du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, où le baril de pétrole se balade aux alentours de 100 $, malheureusement, actuellement, nous sommes à 1,05 $. Et on n'est pas loin de la parité dollar-euro. Donc on a, chaque fois que le dollar se raffermit, ça renchérit les prix au niveau mondial. Alors c'est bon pour les producteurs de blé en France, mais c'est pas bon pour nos importations, et en particulier d'énergie. Merci Philippe Chalmin, historien, économiste, spécialiste des marchés des matières premières, et Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit, historien et écrivain. On aura l'occasion de vous rappeler également à propos de l'Ukraine, parce que ce n'est pas terminé. C'est loin d'être terminé, non ? Oui, loin d'être terminé. On parlait de la date du 9 mai pour qu'il y ait un discours victorieux, entre guillemets. C'était un rêve de Poutine, mais enfin, vu la situation, il y en a encore pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui, merci beaucoup. Dans un instant, Valérie Expert.